Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire. Je regarde l'heure, 12h32, on est bien, vous êtes en train d'arriver les uns après les autres. Merci d'être présent, nouveau webinaire organisé par Kinéformation et avec pour thème aujourd'hui la méthode Jones. En quoi cette méthode Jones, SCS, Swen, Counter Swen, peut m'aider, peut vous aider à pouvoir mieux traiter vos patients. C'est le thème de ce webinaire, de cette conférence en ligne. Cette conférence va être enregistrée et nous, évidemment, on vous la distribuera. C'est-à-dire que si vous avez besoin de la retrouver, on vous enverra le lien vers cette conférence en ligne. Je vais d'ores et déjà accueillir nos invités. Ils sont deux. On commence par Marc-Étienne. Bonjour Marc. Bonjour Benoît. Marc, tu es formateur pour Kinéformation, tu es aussi expert dans le domaine de la technique Jones. On va revenir sur ton profil et sur ton parcours d'ici quelques instants. Et on va accueillir David Bull. Bonjour David. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Bien, deux experts pour nous parler de la technique Jones et pour, j'espère, vous faire comprendre en quoi est-ce qu'elle peut vous aider justement à pouvoir mieux traiter vos patients et de quelle manière. Alors, ce webinaire va se passer de la manière suivante. On va faire une rapide présentation de nos intervenants et de nos invités. Et dans un second temps, nous allons faire une petite présentation. Ils vont faire une petite présentation de la méthode Jones. Nous avons le chat qui est présent aussi également et qui nous permettra de pouvoir répondre à vos questions après celles qui ont été posées en amont par vous qui vous êtes inscrits. Alors, vous êtes inscrits, vous avez posé vos questions, eh bien, je poserai ces questions directement à Marc et à David. J'espère que c'est clair pour vous. On va commencer par la première partie qui consiste à présenter chacun des invités, c'est-à-dire que on va mieux apprendre à vous connaître. Marc, on commence par toi. Bonjour à tous. Donc Marc Etienne, je suis kinésithérapeute, diplômé en 2002 de Belgique. J'ai eu la chance de découvrir cette technique en 2008 par l'intervention d'un thérapeute qui m'a soulagé une psoïte. Ce thérapeute étant le directeur de l'Institut Kinéformation. Et quand il m'a expliqué qu'il avait fait venir les Américains en France pour enseigner cette technique, mais directement, j'ai sauté sur l'occasion pour venir participer en tant qu'élève au séminaire. Donc, j'ai commencé mon séminaire en janvier 2009. J'ai fait le deuxième stage en février 2009. J'ai refait le premier stage en mars 2009 où on m'a demandé de traduire, comme les cours étaient en anglais, on m'a demandé de traduire. Et à partir de là, je suis un peu l'obélix de la thérapie. Moi, j'ai été plongé dedans. J'ai eu la chance d'accompagner Randall Cusinosé, directeur de l'Institut Jones et élève de Dr. Jones, directement à tous les séminaires qu'il faisait en France. On a voyagé à La Réunion, en Suisse, où j'étais son traducteur. Ensuite, j'ai passé ma certification. Ensuite, j'ai passé ma certification d'instructeur. Et ça fait quelques années maintenant que je travaille en collaboration avec l'Institut Jones et Kinéformation pour enseigner cette technique qui a révolutionné ma pratique. Voilà, donc toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit, Marc, et c'est vrai on t'a depuis longtemps en tant que formateur pour Jones. David, toi, tu es arrivé de façon un peu plus récente. Oui, alors moi je suis kinésithérapeute à la base, diplômé en 97 et je me suis formé à l'ostéopathie, donc diplômé en 2006. Et c'est dans ma formation d'ostéopathe que j'ai entendu parler du Jones et j'arrivais pas, le concept m'intéressait, mais j'arrivais pas à trouver une formation. Et un jour, je suis tombé sur Kinéformation en 2010. Et c'est là que j'ai commencé la formation avec Randall et Marc qui traduisaient depuis 1 ou 2 ans déjà. Et j'ai continué toute la formation pour passer ma certification en 2015. Et ensuite, j'ai continué pour passer ma certification en tant qu'instructeur. Et c'est vrai que cette technique a complètement révolutionné ma pratique en ostéopathie. Bon, en kinésithérapie, oui, mais surtout en ostéopathie. Et j'ai eu des résultats bien plus impressionnants que les techniques ostéopathie classiques. Non pas qu'elles n'étaient pas performantes, mais c'est surtout que moi, j'ai mieux compris le concept des différentes dysfonctions et ça m'a radicalement changé ma pratique. Et Ok, donc, merci. depuis Pardon. 2019, je travaille avec Kinéformation pour l'enseignement de cette technique.
Ok, super, merci, merci David. On va commencer par une petite présentation rapide de cette technique Jones avec un historique. Vous allez pouvoir, vous allez faire 80, vous allez le commenter tous les deux justement, comment dire, le développement de la technique Jones en France. Je vous laisse faire, alors peut-être chacun une diapo ou alors comme vous voulez. Alors d'un Je vous laisse commun vous faire une... accord, vu que j'ai le pif un peu chargé aujourd'hui, je m'en excuse pour la voix et l'atout. On a décidé que David allait commenter la majorité du PowerPoint et que si jamais il fallait que j'intervienne dessus, je leverai la main comme un bon élève et je continuerai à développer. Mais là, j'ai le pif, excusez-moi. C'est pas la seule chose qui arrive. Je sais pas si avec la méthode Jones, tu peux soigner les rhumes, hein, ça Je peux m'étonnerait. soigner les sinusites, je peux drainer mes sinus, entre autres, et mes maux de tête, mais ça, c'est plus tard. Très bien, allez, David, on t'écoute. Oui, alors, du coup, la technique Jones a été découverte par le docteur Jones. Donc, voilà, que vous voyez à l'écran. Donc, le docteur Jones était un ostéopathe américain et il a découvert un peu par accident cette technique en 1955 quand il a reçu un patient qui souffrait d'une psoïte et lequel patient avait été passé entre les mains de plusieurs ostéopathes, thérapeutes divers et variés, et personne n'arrivait à le soulager. Il est arrivé chez le docteur Jones, ça faisait 6 mois qu'il souffrait, et le docteur Jones avait une très bonne réputation dans l'ostéopathie, et il s'est dit, bah, je vais pouvoir le soulager très rapidement. Et il a fait 3 séances, et c'était à chaque fois un échec, jusqu'au jour où le patient lui a demandé moi, j'aimerais bien simplement pouvoir dormir 15 minutes. Et de ce fait, je voudrais trouver une position pour pouvoir juste dormir. Et le docteur Jones a dit, bah, soit, je vais essayer de trouver une position. Et il a cherché la position la plus confortable pour ce patient. Et au bout de quelques minutes, il a réussi à le caler avec beaucoup de coussins. Et il l'a laissé ainsi pendant 20 minutes. Il est parti traiter un autre patient. Et quand il est revenu, le patient était toujours dans la même position, toujours aussi bien installé et confortable. Et ensuite, le patient s'est remis debout. Et là, c'était la première fois en 6 mois que le patient arrivait à se tenir droit, sans douleur. Et le docteur Jones est resté ébahi de cette technique, le patient également. Mais le docteur Jones s'est dit, c'est incroyable ce qui s'est passé. Ça a été beaucoup plus efficace que toutes les techniques manipulatives qu'on a pu faire, moi ou mes collègues. Et partant de ce constat, il a développé cette technique. Il a mis 8 ans à développer sa technique. Il a mis 20 ans avant de pouvoir enseigner cette technique. Parce qu'à l'époque, eh ben, il ne pouvait pas s'appuyer sur des données physiologiques précises. Et ensuite, au fur et à mesure que les données avançaient, il a pu trouver justement ces explications et a commencé à former différents praticiens à partir de 1975, dont l'ancien directeur de l'Institut Jones, Randall Kuzinose, qu'on va voir à la prochaine diapositive. Voilà, donc sur votre écran, Randall Kuzinose est situé à votre gauche, qui est l'ancien directeur de l'Institut Jones américain. Ils ont formé avec le Dr Jones l'Institut en 1988. Maintenant, Randall a pris sa retraite et c'est son fils Kyle qui est l'actuel directeur de l'Institut. Randall a permis de continuer à développer cette technique, tant sur le plan classique que dans des techniques crâniennes. Et c'est lui qui est venu en France donner les premiers cours Jones à partir de 2008, qui a donc formé Marc, puis moi exactement, et puis d'autres praticiens. Et c'est avec lui que nous avons passé notre certification. À côté, vous avez un autre instructeur, Brian Tuckey, qui est le 4e instructeur certifié directement par le Dr Jones, qui, lui, a développé des techniques beaucoup plus, on va dire, précises dans le sens où il a pris le concept du Dr Jones et l'a appliqué pour traiter des systèmes précis comme le système veineux, artériel, nerveux, périos, cartilage, etc. Ce qui fait que les techniques sont beaucoup plus ciblées sur la structure en dysfonction, mais toujours dans le principe de la technique Jones.
Pour comprendre cette technique Jones, on va vous donner une explication, une définition de ce qu'est le strain counter strain. Du coup, la diapo. Voilà, merci. Merci Benoît. Donc, cette technique, c'est une technique qui, par la mise en place passive du corps en position de confort optimale, provoque la diminution des phénomènes douloureux et la correction de la dysfonction en réduisant ou en stoppant l'activité proprioceptive inadaptée, maintenant la dysfonction somatique. Ça veut dire, on va résumer très simplement, le Dr Jones a établi toute une cartographie du point sur le corps, qui part des cervicales jusqu'à la cheville, que ce soit sur la partie antérieure, la partie postérieure du corps. À chaque point correspond une position de traitement. C'est-à-dire que nous, thérapeutes, nous allons placer le corps passivement, donc le patient ne fait absolument rien, dans la position où le corps se sentira le mieux. C'est pour ça qu'on dit en position de confort optimale. Ce qui fait que le point qui est en dysfonction va réduire d'intensité et ensuite la dysfonction sous-jacente va disparaître. Donc on place toujours en passif et dans la position de confort. Ces points, toute cette cartographie de points que je vous ai énuméré tout à l'heure, ça s'appelle des tender points. C'est quoi? C'est exactement une zone peu étendue d'environ 1 cm de diamètre de tissu musculaire ou facial, tendu, sensible et démacié. Alors, ça veut dire précisément, ce sont des points qui peuvent être plus ou moins larges, situés soit sur de l'os, soit sur des zones musculaires. Et en règle générale, on a l'habitude de dire que ça, c'est étendu comme la pulpe du doigt. C'est très précis, ce sont des points extrêmement précis. Et en fin de compte, dès que ce point est dysfonctionnel, vous avez sous les doigts une tension extrêmement importante. Et ce tender point, c'est la manifestation sensitive d'un dysfonctionnement neuromusculaire et musculosquelettique qui est utilisé pour poser le diagnostic et guider la technique de traitement vers la plus grande efficacité. C'est-à-dire que nous, dans notre principe de traitement, on trouve ce point, passivement, on place le corps dans la position de confort. Ce point va nous servir de guide pour savoir si on va dans la bonne direction. Une fois que le point a disparu, à ce moment-là, on sait que la dysfonction qui maintient le point est en train de se résoudre. On ne traite pas un point, on traite la dysfonction qui entraîne ce point. Du coup, on n'appuie pas sur le point, comme on peut souvent l'entendre dans nos différentes formations. On ne doit pas appuyer sur le point, pas comme la technique trigger point. Là, on reste en contact avec le point pour savoir si on est bien placé. Ce point, une fois qu'on a réussi à le résoudre, on va trouver une zone, une position de relâchement qu'on va appeler le mobile point. C'est la position de relâchement tissulaire maximale ressentie par la palpation pulpaire, à partir duquel tout mouvement augmente la sensibilité et la tension tissulaire. Ça veut dire simplement que lorsque l'on a le point, on va chercher la position de confort optimale. Ce qui fait qu'à ce moment-là, comme je vous disais, on a une approche plutôt globale de la technique, ce qui fait qu'on va avoir toute une cartographie de points, comme je vous disais. Donc là, il va y avoir, voilà, sur l'image à droite, tous les points, une bonne partie des points postérieurs sur le rachis, à gauche sur la partie antérieure. Il faut bien, là, c'est juste un exemple, il faut bien visualiser que nous avons autant de points sur les membres inférieurs et les membres supérieurs. Autant de points, ça veut dire dans le même principe. Donc, à chaque point correspond une position de traitement. Cette technique a été donc développée par le Dr Jones, trouvée et développée par le Dr Jones avec les données des années 1975. Il faut replacer cette technique dans ce contexte-là. Cependant, le Dr Jones est décédé en 1996, mais cette technique a continué d'évoluer avec Randall Pusinose, avec Brian Tuckett, qui lui a travaillé sur ce que je vous disais, les fascias. Donc, en fin de compte, les techniques ont pu avancer. Pourquoi? Parce que le fascia représente l'organe le plus sensible du corps. C'est lui qui enveloppe
tout le corps, qui présente une contractibilité et est relié avec le système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'en fin de compte, malgré que la technique date de 1955, même si le docteur Jones n'est plus parmi nous, ça continue d'évoluer, ça continue encore d'évoluer selon les dernières données qui datent de 2020. Donc, ce n'est pas une technique figée. Du coup, on va utiliser, nous, la technique pour réduire le tonus musculaire par diminution de l'activité proprioceptive, c'est-à-dire que quand vous avez un point, il est maintenu par une information neuromusculaire en boucle. Donc, nous, on va réduire cette boucle et réduire le tonus musculaire. On va normaliser un muscle inhibé au niveau neuromusculaire parce que vous pouvez avoir un muscle à la fois tendu ou bien inhibé parce qu'il ne reçoit pas une information correcte. Et à ce moment-là, on pourra le normaliser, c'est-à-dire le restimuler. Ce qui fait que dans tous les cas, à ce moment-là, une fois qu'on a normalisé au niveau neuromusculaire, on va gagner en amplitude articulaire. Cette technique a une méthodologie précise. Comme je vous disais tout à l'heure, 1, on localise le tender point, le point précis. 2, on trouve la position de confort, le mobile point, ce que je vous disais précédemment. 3, on va monitorer la réponse au niveau du point tout en relâchant la pression. Ça veut dire que lorsqu'on pense avoir la position de confort, on peut stimuler 2-3 fois le point, c'est tout, mais on relâche la pression ensuite. On reste en contact, mais on n'appuie pas sur le point. Une fois qu'on a cette position, on la maintient 90 secondes, puis on replace lentement le corps du patient en position neutre et en passif. Ça, c'est très important. Une fois qu'on est revenu en passif, on reteste le point qui doit avoir disparu au moins 70%. Dans la majorité des cas, c'est 90%. Ensuite, cette technique peut vous aider, soit c'est une thérapie à part entière, ou bien ça peut également être complémentaire avec les techniques que vous pratiquez tous. C'est-à-dire, là par exemple, on peut pratiquer au stade aigu. Donc, si on peut mettre la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en aigu, tout ce qui est lumbago, torticolis, entorse, etc., on peut travailler en aigu. Pourquoi? Parce qu'on respecte toujours la position de confort du patient. Donc, on ne peut pas faire mal. Ce qui fait que les patients fragiles, comme les problèmes d'ostéoporose, les personnes âgées, il n'y a aucune contre-indication, puisqu'on respectera toujours le confort et la non-douleur. Pareil pour les femmes enceintes. Donc, les personnes âgées ostéoporose, ça je viens de le dire. Pour les femmes enceintes, là aussi, aucune contre-indication. La pédiatrie, les enfants adorent cette technique-là. Bon nombre d'exemples nous ont montré des enfants qui, soit des formes autistiques, c'est-à-dire des enfants assez agités. Cette technique-là, vu qu'on les met dans une position de confort pour eux, ils se laissent faire complètement. Ensuite, pour les pathologies chroniques, bien évidemment, on aura un impact dessus. On ne prétend pas forcément les guérir de leur pathologie. Par contre, on peut rendre leur quotidien beaucoup plus vivable et surtout beaucoup plus confortable. Et ça peut également diminuer du coup une prise médicamenteuse trop importante qui elle-même, si les gens prennent trop de médicaments, ça va surcharger les tissus et entraîner ensuite des décharges trop importantes au niveau des déchets. Donc, ce n'est pas plus mal. En post-opératoire, tout ce qui est prothèse, ligamentoplastie, ostéosynthèse, on pourra travailler, bien évidemment, on prendra quelques précautions, mais ça, c'est du bon sens. Mais toujours en respectant cette consigne de la non-douleur. On peut travailler en neurologie. Donc là, comme on dit en formation, on adapte un peu la technique parce qu'en neurologie, c'est un peu particulier. Sinon, vous pouvez associer cette technique après avec toutes les techniques rééducatives que vous connaissez, que vous appliquez déjà, techniques articulaires, les chaînes musculaires, etc. Vous pouvez tout faire ensuite. L'un ne va pas forcément sans l'autre, il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, est-ce que la technique présente une contre-indication? Oui, Marc?
Ouais, moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à tout ça. C'est un peu la façon d'apprendre cette technique, en fait. Au début, comme l'a dit David, ça fait partie de votre arsenal thérapeutique. C'est que souvent, on a, je vais dire 80-90% de kinésithérapeutes qui viennent en formation. Et au début, ils vont faire une ou deux, voire trois, quatre techniques dans leur séance. Et après, ils vont continuer à faire leur propre melting pot avec les exercices, avec d'autres techniques qu'ils ont pu voir. Et au fur et à mesure, vous allez avancer dans la technique, vous allez voir, vous allez faire de plus en plus en respectant les règles que David vous a parlé tout à l'heure pour devenir une thérapie à part entière. Maintenant, encore une fois, il faut que chaque thérapeute trouve sa propre technique et que chaque thérapeute trouve sa patientèle. Il y a des patients, comme dit David, les enfants adorent cette séance. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui est non douloureuse. Si maintenant vous avez un sportif, les sportifs, souvent, vous pouvez rentrer dans leur piriforme, vous pouvez rentrer dans leur trapèze. Ce sont des gens qui aiment aussi quand on manipule, quand ça craque. Moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans dans des clubs de football professionnels en France et en Belgique. Je pouvais faire 45 minutes de technique Jones. À la fin, le joueur me demandait toujours, tiens, tu pourrais pas me manipuler les cervicales? En fait, je prenais mon pouce dans ma main, je me mettais près de ses cervicales, et en faisant craquer mon pouce et en faisant bouger son cou, il sentait la vibration, il m'a dit, ah oui, ça m'a fait du bien. Par contre, au fur et à mesure que vous allez utiliser cette technique, vous allez voir, et l'avantage aussi, c'est que c'est applicable dès le premier jour post-formation. Moi, j'ai eu, pour, j'explique ces anecdotes-là, au niveau des cervicales, j'avais une patiente avec qui j'avais fait une dizaine de séances où je faisais du pompage, traction cervicale, massage, mobilisation. Ça n'avait rien donné. Et je rentre de formation, je donne mon cours à cette personne-là pour qu'elle tourne les pages en même temps que je la soignais. On clôture le dossier et je m'excuse d'avoir fait un traitement plus que médiocre pendant 10 fois. Et donc, du coup, quelques jours après, cette patiente a rappelé le secrétariat en disant je veux reprendre rendez-vous avec monsieur Étienne. Par contre, je veux absolument qu'il me fasse le truc avec son bouquin. Voilà. Donc, au début, c'est vraiment, il faut voir ça comme un apprentissage analytique vers une technique globale. Dans les premiers cours, on voit 190 fonctions, plus ou moins, dans les deux premiers séminaires. Pour 190 fonctions, vous allez avoir plus ou moins 130 ou 140 positions différentes, parce qu'une même position peut soulager plusieurs dysfonctions. Ensuite, dans le troisième séminaire, on voit comment mettre tout ça en manière globale. Comme l'a dit David, il y a un travail à faire. Il faut repérer la cartographie des patients. Donc, on va palper les cervicales de nos patients, les thorax, l'abdomen, le pelvis, pour savoir où se situe leur dysfonction et respecter cette marche à suivre. Et après, si jamais on va plus loin dans la technique, on a des techniques qui sont au niveau de la boîte crânienne, qui vont avoir un impact immédiat sur tout ce qui sera céphalée, vertige, acouphène, et un impact plus à distance sur tout ce qui sera neuromusculaire ou neurotissulaire. Voilà. Excuse-moi, David, pour cette Très intervention. bien. Du coup, la technique ne présente aucune contre-indication, juste une adaptation et du bon sens. Par exemple, des fractures non consolidées, bien évidemment, là, on n'ira pas forcément mettre les mains ou des problèmes comme un AVC, etc. Comme disait Marc par rapport aux techniques crâniennes, ça, c'est du bon sens. Sinon, on va toujours s'adapter. Comme je vous disais, en cas de chirurgie, on adaptera notre technique à ce qui a été fait. Là, on va vous présenter quelques diapositives. C'est juste des positions pour là, sur cette diapo-là. Ce sont des cervicales, des dysfonctions de cervicales en postérieur au niveau cervical haute, première et deuxième cervicale, où là, on va placer la tête en extension un peu plus importante, mais toujours sans douleur. La deuxième diapositive sera pour une dysfonction au niveau du bas du dos, des lombaires, dysfonction postérieure. Pour la même région, on peut avoir une dysfonction postérieure et une dysfonction antérieure. Là, dans le cas précis, c'est une dysfonction postérieure située sur les épineuses. Et ensuite, une autre diapositive au niveau de la cheville. Tout ce qui est entorse de cheville, vous pouvez voir spontanément la cheville qui va se placer en inversion. C'est tout à fait logique par le processus de l'entorse. Et en travaillant un point médian au niveau de la cheville, je parle bien d'une entorse latérale, et le patient va pouvoir retrouver une mobilité libre et complète en éversion parce que la position du pied est placée spontanément en inversion. Donc, on a différentes techniques pour toutes les parties du corps.
C'est Du important aussi de comprendre dans cette technique qu'on ne traite pas l'articulaire. On va toujours avoir un impact tissulaire sur ce qui peut maintenir une dysfonction. Donc, on peut, chez notre patient, repérer des points qui, chez nous, en Jones, vont représenter un iliaque antérieur, et le même patient peut avoir aussi des points qui représentent un iliaque postérieur. Alors qu'en mécanique, ça, c'est pas possible. Votre iliaque est antérieur ou il est postérieur. Ici, on va parler plus des tissus qui ont tendance à amener l'iliaque en antériorité ou en postériorité. Et on va toujours commencer par le traitement de la zone qui représente le plus de dysfonction. Avec l'anamnèse de notre patient, on va lui demander est-ce que ce sont des douleurs qui sont précises, localisées, ou alors des douleurs profondes, diffuses. On va regarder un petit peu ses postures. On va faire nos tests de mobilité. On peut faire des tests musculaires. C'est vraiment comme ça qu'on agit. Donc, tout ce qui va être, entre guillemets, dysfonction mécanique, ostéopathique, structurelle pure, on va avoir un impact dessus, mais en relâchant le tissu. On a remarqué qu'il n'y a pas toujours besoin d'aller faire une technique structurelle sur une sacroiliaque pour normaliser la sacroiliaque. Simplement en relâchant le tissu qui maintient la dysfonction, on peut retrouver une mobilité et du coup éviter de faire parfois des techniques structurelles. Et encore une fois, je n'ai rien avec le structurel puisque j'en pratique moi-même. du coup, pour conclure, en Jones, les points forts pour nous en tant que thérapeute, c'est que déjà, on a une approche globale du patient. Donc, ça, comme on disait Marc, on va regarder tous les points et on va aller vers la zone où il y a plus de points. Mais ça, c'est quand on est un peu plus avancé. Au départ, on travaille en local. Ensuite, comme je vous disais, comme on respecte toujours la position de confort du patient et du corps, on est forcément atraumatique. Par contre, on demande à avoir une palpation assez précise. Ça vient avec l'entraînement. Au départ, on tâtonne, puis après, on y arrive. Donc, comme je vous disais, il n'y a aucune contre-indication. Tout ce qui est personnes âgées, ostéoporose, on le redit et redit à chaque fois, pas de problème particulier. Ce sont des marqueurs fiables. Souvent, moi qui ai fait de l'ostéopathie, en ostéopathie, les tests, des fois, ne sont pas très fiables. Soit vous n'êtes pas bien avec votre patient, bien concentré, je veux dire, ou même ça peut changer les tests d'un thérapeute à l'autre. Là, on palpe des points qui sont précis, ils sont là ou pas là. Donc, ça reste fiable. On a également un temps d'échange avec le patient. Comme je vous disais, on reste 90 secondes dans la même position. Donc, vous avez le temps de parler avec votre patient. Il a le temps de se libérer. Il se pose et on est dans une société où les gens sont extrêmement stressés. Et le fait de se poser, ça relâche beaucoup de choses. Donc, ça va au-delà du simple traitement d'un point ou d'une dysfonction. Tout ce bilan que l'on fait avec les points, il est reproductible et c'est un bilan normé. On travaillera toujours de la même façon, mais c'est toujours reproductible. Ensuite, là, souvent, je fais des interventions à l'IFMK de Lille et chez les quatrièmes années. Et ils me demandent un petit peu mais comment on peut travailler sur un patient qui présente une cervicalgie, etc. Je leur ai fait des démonstrations et ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, bah, les techniques en kiné, c'est très très bien, mais c'est vrai que là, ça leur permet d'aller un peu plus loin dans le soin. Et comme on place les corps de manière passive, on répond à 100% aux critères de compétence des kinésithérapeutes. Donc, il n'y a aucune contre-indication pour nous. Et on le redit, on peut travailler dans le domaine aigu et chronique. Bon, bah voilà pour cette présentation. Merci, merci beaucoup, David. On notera au passage l'échange avec le patient, qui est un moment très important. Je pense que vous serez tous les deux d'accord pour le dire. Et que le fait de pouvoir avoir le temps d'échanger avec le patient, c'est aussi bah, mieux le connaître. Et puis aussi parfois découvrir des pathologies qu'on n'avait pas imaginées lors de sa première anamnèse. Il y a aussi toute une question de confort, que ce soit le confort du patient. Comme David l'a dit, c'est une technique douce, atraumatique, euh, très progressive, mais aussi le confort du thérapeute. Et ça, c'est le retour qu'on a des élèves. Souvent, ils ont l'impression presque de rien faire. Par contre, il faut souvent corriger les élèves par rapport aux différentes postures qu'on peut utiliser, aux différentes techniques. Quand on place le corps ou le segment du corps dans une certaine position, ce qui est important avant tout, c'est que le thérapeute soit confortable. Si le thérapeute est confortable et englobant sur son patient,
le patient va vraiment se relâcher. Je pense qu'on a tous eu dans notre métier des patients avec des problèmes d'épaule, vous allez travailler leur épaule, vous allez demander aux patients de relâcher leur épaule, ils vont avoir l'épaule levée, ils vont dire je suis relâché. Au niveau des cervicales, ils vont toujours décoller la tête. Donc ici, dans cette technique, on essaie vraiment d'être englobant, enveloppant vers nos patients et d'avoir surtout cette écoute tissulaire, cette écoute du point que l'on travaille. Enfin, on ne travaille pas le point, comme David a dit, on travaille la dysfonction qui crée le tender point. Mais on essaie vraiment d'être dans le relâchement maximal. À la fin d'une séance de Jones, certains patients vont presque vous dire j'ai l'impression que vous m'avez rien fait. C'est vrai, quand on sort d'une séance structurelle où parfois l'ostéopathe vous a manipulé déjà dans la salle d'attente en vous disant bonjour, il vous a remis 3 cervicales, vous couchez sur la table, il vous remet la sacroiliaque et une fois allongé, il vous tire sur la cheville. Moi, c'est déjà arrivé chez des thérapeutes quand j'étais sportif à l'époque. Bon, on a l'impression quand on sort de là qu'on est épuisé, qu'on est crevé, qu'on a un peu mal, du coup c'est normal. Il faut savoir qu'en Jones, malgré la douceur de la technique, vos patients vont avoir des réactions post-thérapie qui vont être assez importantes. Les patients vont être vidés le soir même, vont être épuisés, peuvent avoir des douleurs pendant 24 à 48 heures post-séance, un peu comme en structurel, hein, vu qu'on libère pas mal de toxines dans le corps. Voilà, il faut vraiment prévenir les patients que tout ça peut arriver. Mais là, je vous encourage à vous rapprocher de thérapeutes dans votre région qui peut-être pratiquent déjà ces techniques et ne faire qu'une seule séance avec eux. Essayez d'aller voir un thérapeute pour faire une seule séance. Et la meilleure chose pour moi, c'est de ressentir la technique. Moi, j'ai eu la chance de la ressentir avant de l'apprendre. C'est ce qui m'a dit que vraiment j'étais convaincu avant même d'y aller, en fait. C'est pour ça que j'ai refait les stages encore et encore. Mais ça, je vous encourage à le faire. N'hésitez pas à trouver un thérapeute près de chez vous, à discuter avec lui, peut-être un confrère, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez à l'école. Et comme l'a dit David aussi, il y a beaucoup de mauvaises indications sur le Jones. Moi, à l'époque, quand j'ai appris le Jones, avant de l'apprendre avec les formations et l'Institut Jones, on parlait souvent de raccourcissement maximal d'un segment ou d'un muscle et appuyer sur le point pendant 90 secondes. Donc, si c'est ce que vous avez entendu sur le Jones, mettez tout ça de côté. Ça n'a rien à voir avec la thérapie strain counter strain. Ok, ben, en tout cas, on a une belle présentation. On est en plus pile poil dans le timing. Alors, j'ai vu que Juline, entre autres, avait levé la main. Alors, par contre, posez bien vos questions dans le chat si c'est possible. On ne fait pas d'intervention directement pendant le webinaire. Donc, par contre, on répondra à toutes les questions du chat s'il y en a et si on n'y a pas répondu au préalable. Alors, vous avez été un certain nombre à poser des questions. Nous avons tout d'abord Emmanuel 2LE qui nous demande et qui vous demande en quoi consiste la méthode Jones. Bon, là, vous avez commencé à y répondre, hein, de façon même assez précise. Est-elle considérée comme une thérapie manuelle globale? C'est une question intéressante. Merci de vos réponses. Alors, oui, c'est une thérapie manuelle globale, mais dans l'apprentissage, on doit toujours passer de l'analytique avant d'aller vers le global. C'est comme quand on apprend un sport, on apprend d'abord à dribbler avant de shooter. Et du coup, pour les élèves, au début, c'est vrai que même si on en parle dans notre cours, euh, ils n'arrivent pas forcément à voir la globalité de la technique après le premier séminaire. C'est seulement à partir du troisième séminaire où on va remettre un petit peu tout ça ensemble. Mais oui, c'est une technique de thérapie manuelle globale. Maintenant, ça peut aussi être utilisé comme un outil pré-exercice. Si vous avez un patient qui vient faire des exercices au cabinet et qui a une épaule verrouillée, un genou, une cheville verrouillée, vous pouvez très bien décider de faire que quelques techniques de manière locale pour ensuite, après, aller travailler tout ce qui est proprioception, renforcement, stabilisation. Voilà. Mais à la base, c'est conçu comme une technique globale. La deuxième question nous vient de Catherine. Catherine nous demande, selon les preuves scientifiques, alors c'est des questions qui sont très souvent posées, à quel niveau est son score de sensibilité? Alors, la question est en plusieurs parties. Est-elle une thérapie avec une sensibilité excellente? A-t-elle des limites dans la prise en charge de certaines pathologies? Donc, Marc ou David? Je vais commencer, puis David enchaînera. Vas-y. Est-ce que la thérapie a des limites? Oui, il y a des limites. Enfin, je pense qu'on ne peut pas tout soigner avec une thérapie. On peut aborder beaucoup de choses. Maintenant, parfois, on n'a pas de résultat. Alors, est-ce que c'est parce que la technique a été mal utilisée? Est-ce que c'est parce que le patient derrière n'a pas écouté les consignes? Est-ce que c'est parce qu'il y a une pathologie sous-jacente à la plainte du patient? Et c'est vrai qu'il faut. Alors, on va jamais traiter une pathologie, en fait. On va toujours traiter un patient.
En classique, vous avez 180 différentes dysfonctions à aller analyser presque. On pourrait presque imaginer avoir 180 exposant 180 types de traitements différents. On n'a pas de recette. Il ne faut pas faire cette formation pour avoir des recettes en disant, mais si vous avez un lumbago, vous faites telle technique en premier, ensuite telle technique et puis une autre. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Au niveau de la sensibilité, oui, c'est une sensibilité excellente, mais la sensibilité, ça se travaille. Et c'est vrai, quand on a des étudiants qui sortent de l'école de kiné, pour qui c'est leur première formation, ou on a des étudiants qui ont peut-être 15-20 ans de métier derrière eux, ils ont un ressenti palpatoire qui est beaucoup plus développé. Je ne sais pas si David a quelque chose à Et ajouter. David? Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Après, par rapport aux données scientifiques, comme je vous disais, dans la présentation, la technique a continué d'évoluer mais sur les techniques beaucoup plus précises comme sur les fascias. Et là, on se base sur les dernières données qui remontent encore les dernières données, je crois que c'était 2020-2021. Donc, c'est toujours pour expliquer justifier entre guillemets, mais toujours pour avoir une explication de nos techniques. Il faut savoir qu'à la base aussi, cette technique Jones, c'était empirique. Dr Jones donc, a découvert sur le patient qui avait la psoïte, et après, il a continué de découvrir cette technique sur ses patients. Donc, ces patients venaient le voir en pensant qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Mais en fait, Dr Jones testait sur ses propres patients et sur lui-même différentes postures au fur et à mesure. Et quand il trouvait une certaine dysfonction, il essayait de la rechercher chez d'autres patients et reproduisait encore, encore et encore les mêmes techniques jusqu'au moment où il les validait. Donc, c'était empirique aussi, comme David vous l'a dit, par rapport à la physiologie de l'époque. Dans le bouquin du Dr Jones, dans le livre Dr Jones, on utilise la physiologie de la manipulation qui a été écrite par Irving Corr, qui parle du fuseau neuromusculaire. Aujourd'hui, on sait qu'on n'est plus vraiment dans le fuseau neuromusculaire, sauf pour les dysfonctions musculaires peut-être type. Mais comme David vous l'a dit, on peut agir sur le fascia artériel, le fascia veineux, le fascia musculaire, le fascia viscéral. Et donc, voilà, la physiologie a évolué. En fait, Dr Jones, à l'époque, faisait du traitement facial sans savoir exactement qu'il en faisait. Il a tout basé sur le fuseau neuromusculaire parce que c'était la seule chose qu'on connaissait à l'époque. Et comme on le dit en cours, quand les élèves viennent en cours, on leur demande surtout de ne pas croire ce qu'on raconte. À aucun moment, il faut croire ce qu'on vous dit. C'est facile en tant qu'instructeur de dire, vous faites ça, ça va marcher. Le but, c'est que lors des stages, lors des séminaires, vous ressentiez le relâchement à travers la technique et surtout dans vos doigts. C'est la palpation, palpation, palpation. Il n'y a que ça. Posez vos mains sur les patients, soyez en écoute, repérez les tensions tissulaires. Qu'est-ce qui augmente la tension? Qu'est-ce qui diminue la tension? Travaillez dans les 3 plans de l'espace. Et vous allez voir qu'en répétant, en répétant, en répétant, ça devient un automatisme. Alors nous avons Guy qui pose la question justement des séminaires, quelles sont les différentes formations? Alors d'ores et déjà, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de formation en e-learning. C'est d'ailleurs un peu pour moi une aberration de faire de la thérapie manuelle, y compris du Jones en e-learning, parce que comme tu viens de le dire fort justement, Marc, il faut ressentir le patient et c'est pas quelque chose qui peut se faire en ligne. Cependant, il y a une petite formation, mais toute petite, c'est de l'initiation en ligne et ça reste de la théorie telle qu'on le fait là avec le webinaire. Donc, en ce qui concerne les formations, comment ça se passe, Marc ou David? Alors, on a, entre guillemets, il y a 4 séminaires dans la partie classique telle que le Dr Jones l'a pratiquée. On a le premier séminaire qui est le séminaire du quart supérieur où on va attaquer le thorax, les cervicales et ensuite le membre supérieur. Donc c'est un séminaire de 3 jours où on voit plus ou moins 85 dysfonctions pour, on va dire, 50-60 différentes techniques. Un deuxième séminaire qui, lui, sera plus sur le membre inférieur et la zone lombo-pelvienne, où là, exactement pareil, on va revoir 85 techniques. Donc, encore une fois, au niveau des extrémités, chaque dysfonction demande une position spécifique, alors qu'au niveau du tronc, avec une même technique, on peut soulager plusieurs dysfonctions. Ce qui fait que sur les 180-190 techniques de base, on va avoir plus ou moins 130-140 positions de traitement. Il y a un troisième séminaire qui permet ensuite de remettre tout ça dans la globalité. Donc là, on sort de l'analytique et on va se retrouver vers la globalité. Et aussi sur ce qu'on appelle les facilitations. La facilitation, c'est l'accélération du processus de guérison de manière intrinsèque ou extrinsèque. C'est-à-dire qu'on peut faire participer le patient en utilisant des inhibitions réciproques, en utilisant de la compression, de la décoaptation. En fait, on va augmenter l'influx nerveux ou diminuer l'influx nerveux
pour avoir une réponse du patient. Donc ça, ce sont les 3 stages de base. Et le 4e stage, c'est le stage crânien, où on voit une cinquantaine de techniques directement sur le crâne, où on a 25 points directement sur la boîte crânienne. On va avoir une dizaine de dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire. Gros impact aussi, grosse pratique sur l'ossioïde, l'importance des muscles supra- et infra-hyoïdiens. Et après, le traitement de la dure mère. Et il faut vraiment réussir à comprendre cette relation entre le corps et le crâne, où les deux vont de pair. On ne peut pas avoir un et pas l'autre. Il faut vraiment voir le corps dans sa globalité. À partir du moment où vous avez terminé ce stage crânien ou que vous pouvez justifier d'une formation crânienne dans une autre technique, vous pouvez directement basculer sur le Jones fascia par un stage d'introduction qu'on appelle l'intro facial, où vous allez voir à partir du crâne comment repérer la structure dysfonctionnelle. Est-ce que la dysfonction vient d'un problème veineux, artériel, musculosquelettique, neural? Et pour chacune des zones, en fait, vous allez voir une dizaine de techniques. Une fois que vous avez fait ce stage d'introfacial, vous pouvez ensuite choisir d'aller vers l'artériel, le veineux, le viscéral, voilà, avec parfois quand même certaines logiques à suivre. En effet, on encourage les patients, enfin les élèves, pardon, à faire par exemple la formation veineuse lymphatique avant de faire l'artérielle. Parce que si vous corrigez les dysfonctions artérielles, vous allez augmenter le flux sanguin dans une zone. Si derrière, vous avez des dysfonctions veineuses lymphatiques, ben, le drainage ne va pas pouvoir se faire, vous allez créer des œdèmes. Donc, il y a toute une suite logique à respecter quand on fait un traitement et un apprentissage de la technique Jones. Bon, alors c'est vrai que dans un premier temps, on est sur ce qu'on appelle nous le Jones classique dans l'initiation. Alors, il y a pas la question n'a pas été posée, mais je vais y répondre quand même. On nous demande souvent s'il y a les possibilités de prise en charge. Pour le DPC, non. Par contre, pour le FIFPL, oui, il y a une possibilité de prise en charge pour chacun des trois modules du Jones classique. Et puis que vous le savez, hein, si vous êtes kinésithérapeute en libéral, eh bien, vous avez la possibilité aussi de bénéficier du crédit d'impôt. Donc, ça vous fait une bonne prise en charge pour toutes ces formations. La plupart du temps, elles sont aussi données à Paris, au siège de Kiné Formation, c'est-à-dire rue Campagne Première. Voilà pour cette question sur les formations. David, tu avais quelque chose à ajouter à ce sujet? Non, tout est bon. Non, non. Tout est bon. Tout- Point trigger et point de facilitation. C'est une question de Martial. Même entité ou entité différente? Alors, David en a parlé tout à l'heure. La similitude qu'il peut y avoir entre les points trigger et les points de Jones, ça va être sur la cartographie. Certains points vont être situés exactement au même endroit, mais tout va dépendre après de la façon dont traiter. Quand vous avez un point trigger, vous allez directement agir sur le point. Vous allez exercer une pression, une torsion du point. Alors qu'en Jones, le tender point est un élément de diagnostic. Ça nous permet de savoir via la palpation quel est le problème, quelle est la dysfonction. Et en fonction de ce point, on va placer le segment ou du moins le tissu dysfonctionnel dans une certaine position pour relâcher. C'est un peu comme un interrupteur et une ampoule. Donc, on a différentes façons d'éteindre la lumière. On peut péter l'ampoule en mettant un coup de poing dedans. On peut dévisser l'ampoule, mais on peut aussi simplement aller appuyer sur l'interrupteur. Et tout est complémentaire. Les triggers, les points Jones, les shiatsu, plein de choses sont intéressantes. Et c'est vraiment dans l'approche de la technique où en Jones, on ne traite pas un point, on va surtout traiter la dysfonction qui produit le point Jones. Nous avons Moussi qui nous pose une question aussi. Alors tout à l'heure, on a parlé de boîte à outils, hein, que c'était pas forcément une technique, enfin des techniques qui permettaient justement de pouvoir trouver des solutions spécifiquement pour quelque chose. Ah, tu vas mieux l'expliquer que moi. La meilleure technique pour une hernie discale cervicale. Voilà, c'est Alors, la question compliquée. la meilleure, je ne sais pas s'il y a une meilleure ou une moins bonne. Après, en fonction de l'étage de la hernie, en fonction du patient, en fonction de la posture du patient, de son activité professionnelle. Mais vraiment, ce que nous, on va faire en Jones, c'est aller repérer un petit peu tous les points qui vont partir du thorax vers les cervicales. Donc, on va traiter les thoraciques, on va traiter les côtes, ensuite la zone cervicale, en ayant fait avant tout notre cartographie et traiter les points dans un certain ordre pour diminuer un petit peu tout ce qui peut être compression ou message nerveux par rapport au système nerveux sympathique parasympathique. Tout ça, ça va être important.
Par exemple, si on va relâcher tout ce qui sera trapèze, angulaire de l'omoplate, on peut relâcher l'escalène, le sternocléidomastoïdien, par des techniques douces. Si vous diminuez la tension intrinsèque à ces muscles, ben, le fait de se relâcher, ils vont diminuer la force compressive au niveau des vertèbres cervicales. Et derrière, vous êtes toujours à même de faire d'autres techniques de manipulation vertébrale stricte, d'exercice, de mobilité, de proprioception pour soulager le patient. Maintenant, la meilleure technique, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Pour moi, toutes les techniques sont bonnes, que ce soit dans toutes les thérapies manuelles possibles et imaginables. À partir du moment où ça soulage le patient, il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique. Encore une fois, c'est au thérapeute à trouver sa technique et à l'appliquer au patient. Et comme tout le monde, on fait tous notre melting pot. Même si avec David, on a exactement la même formation, je pense que si on avait le même patient au même instant, on ne ferait pas forcément la même tarte aux pommes à la fin, en fait. Il y aurait toujours une tarte aux pommes, mais la recette peut varier sur quelques ingrédients, mais il n'y a pas de meilleure technique. Par contre, celle-ci a l'avantage, encore une fois, d'être très douce et de savoir si nos techniques ont été efficaces par l'écoute du tender point après la manipulation ciblée sur le tissu. David? Là, dans le cadre d'une hernie discale, pour répondre là par rapport à la question, on va en fin de compte normaliser, réduire, comme disait Marc, l'état compressif de la région. Si on traite la région, on favorise l'environnement, forcément le corps va cicatriser mieux, plus vite. Donc ça, c'est important, que ce soit pour une hernie discale cervicale, lombaire ou pour toute autre pathologie. On va favoriser l'environnement à la cicatrisation. Donc ça, c'est important. Si vous avez, par exemple, pour une entorse, avec une cheville qui est complètement œdémaciée, etc., on retire les problèmes de fracture, mais cette cheville-là, si on essaye tout de suite de travailler la proprioception, etc., sans décongestionner cette région, on met un peu la charrue avant les bœufs. Donc, d'abord, normaliser la région, laisser le corps travailler, et ensuite, vous pourrez faire tous les exercices de proprioception classiques que vous connaissez tous. Ça, c'est important. C'est d'abord normaliser une région pour ensuite compléter avec les techniques de rééducation. Nous avons Alain, merci David. Nous avons Alain qui nous pose la question de la relation entre la technique Jones et le diaphragme. Alors qu'en est-il? La technique Jones peut avoir un impact direct sur le diaphragme. Maintenant, la question est un peu vague. Euh, il y a plein de choses qui peuvent agir au niveau du diaphragme, la respiration, dont je ne comprends pas trop la technique, mais on peut, via la normalisation neuromusculaire et un travail derrière d'exercices spécifiques, normaliser un diaphragme. Vous savez qu'on vit dans une période où il faut respirer avec le ventre plat. Souvent, les gens n'utilisent pas leur diaphragme pour respirer. Ça crée des crispations, ça crée une mauvaise oxygénation des tissus, mauvaise mobilité des viscères. Le diaphragme est important dans la respiration, car le diaphragme va repousser les viscères, va permettre de masser les viscères. Maintenant, oui, on peut avoir un impact si on cherche un impact directement sur le diaphragme. David? Non, c'est pareil. Il y a pas de, on fait pas un travail direct sur le diaphragme, mais on aura forcément un impact si on traite les côtes, les dorsales, les lombaires, etc. Parce que bah, ce sont il s'insère dessus. Donc on a forcément un impact sur le diaphragme, mais on ne travaille pas en direct sur lui. Nous avons Juline qui nous demande si la technique s'adapte à une majeure partie de nos patients. Tu as un petit peu répondu à la question tout à l'heure, David, quand tu as expliqué la technique. Alors, sportif, fibromyalgique, lombalgique, patient présentant des signes d'HTA, femme enceinte, etc., etc. Personnellement, oui, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de travailler 8 ans dans les clubs de football professionnels, donc sportif, pas de souci, donc c'était dans le football. J'étais basketteur à haut niveau, j'ai travaillé sur mes coéquipiers, et maintenant que je suis en structure libérale plus traditionnelle, j'utilise cette technique tous les jours, en fait. J'utilise que ce soit sur la petite mamie qui vient de terminer son jardin, sur le mécanicien du village. Euh, Encore une fois, il faut juste respecter les règles que David vous a expliquées, mais c'est une technique qui est accessible à tous nos patients, enfin, pour tous nos patients. David, quelque chose pour compléter? Non? C'est plutôt bon.
Chivo nous demande, alors longue question, écoutez bien, comment faire pour améliorer mes techniques de prise en charge de mes patients et patientes pour les problèmes suivants? Heureusement, je vous ai fourni un petit peu les questions avant, donc vous avez le temps d'y réfléchir. Douleur au lombaire, douleur au sacrum coccyx, douleur de la L2 jusqu'à la L5, et S1, douleur chronique entre les omoplates et les trapèzes. Et il vous remercie, Chivo, pour votre générosité. Et il a raison. Alors, comment faire? Déjà, la première chose, c'est avoir une bonne anamnèse, je pense, du patient. Savoir comment les douleurs sont apparues et avoir un petit peu tout ça. Et ensuite, c'est vraiment, pour nous, du moins, si on vise le Jones, ce sera la palpation qui sera importante. Savoir, au niveau palpatoire, est-ce que ces douleurs sont dues à un problème postérieur sur le corps ou est-ce que ces douleurs sont dues à un problème antérieur sur le corps? Hein, on a la théorie du Jones dit que les douleurs postérieures diffuses viennent de dysfonctions antérieures sur le corps, alors que les douleurs postérieures précises localisées viennent des dysfonctions postérieures. Donc, pour moi, la meilleure façon d'améliorer la prise en charge, c'est la pratique. Malheureusement, on est dans une période où je dis toujours aux élèves, un mauvais kinésithérapeute sera toujours plus riche qu'un bon kinésithérapeute parce que un bon kinésithérapeute doit prendre un patient en cabine et prendre le temps de traiter son patient, alors qu'un mauvais kinésithérapeute peut mettre Josiane sur le vélo, Monique sur le tapis, Jean-Michel à l'espalier et manipuler une cheville pendant 5 minutes. Donc, vraiment, l'amélioration de la prise en charge, elle se passe par la compréhension d'une technique, que ce soit Jones ou une autre technique, hein, il existe plein de différentes thérapies, mais par la mise en pratique. C'est la répétition. C'est comme dans le sport. Si vous voulez être bon dans un sport ou dans l'apprentissage d'une langue, c'est l'immersion totale et la répétition. Il n'y a que ça qui fera une amélioration de la prise en charge. Et encore une fois, ne jamais oublier qu'on ne traite jamais une pathologie, mais on traite un patient. Et ça, c'est important. Même si un patient, deux patients ont une hernie discale au même étage, ils ne seront jamais traités de la même manière. On ne traîne pas une pathologie, on traite un patient. C'est bien cette Voilà. phrase. Oui, mais c'est tout à fait ça. Enfin, je pense que David peut le confirmer. Oui, Et puis il y a le somato-émotionnel qui rentre en jeu. On n'a pas tous le même gabarit, on n'a pas tous le même passé. Il y a des sportifs, il y a des sédentaires, il y a des gens qui font 2 heures de bagnole par jour, il y a des gens qui prennent le transport en commun, il y en a qui font du télétravail, donc ils peuvent avoir la même douleur, mais pas du tout le même mode de vie. Et du coup, il faut vraiment s'adapter à tout ça. tout à fait. Moi, j'ai rencontré différentes pathologies, entre autres, par exemple, des problèmes au niveau soit coude, soit épaule, des gens qui présentaient exactement les mêmes signes cliniques, douleurs, etc. Mais en fin de compte, les traitements étaient différents parce que la cause était différente. Donc, comme on disait, il faut prendre le patient dans sa globalité. On a une cartographie, etc. Mais tout ça, ça se construit tous les jours. Je construis encore ma pratique, encore à l'heure actuelle, même si ça fait 25 ans que je travaille. Donc, ça se fait tous les jours. C'est pas une formation, c'est une question qui n'a pas été posée, mais c'est un petit peu normal d'ailleurs, mais c'est pas une formation qui est dite facile. C'est pas en 2-3 heures qu'on va apprendre la technique. C'est une formation qui est longue parce que c'est une technique qui est longue à apprendre. C'est peut-être un petit peu sa faiblesse en fait, finalement, au Swan Counter Swan. Et puis à la suite, c'est que finalement, c'est une technique qui est longue à apprendre. C'est peut-être pour ça aussi que c'est pas évident de se mettre en route dedans. Par contre, quand on est dedans, à chaque fois, on nous dit, non, mais c'est incroyable, quoi. Et on a des stagiaires qui continuent au bout de plusieurs longues années. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Moi, ce que je dis aux étudiants après le premier séminaire, c'est mettez-vous dans la peau du docteur Jones, comme dans les années 50, ou même si vous ne savez pas ce que vous faites, quand vous avez vos mains sur le patient et vous ressentez une tension tissulaire sur votre doigt, après le premier séminaire, vous êtes capable de ressentir la dysfonction neuromusculaire. Donc, même si vous n'êtes pas sûr de la structure que vous êtes en train de traiter, mettez-vous à la place du docteur Jones en disant, tiens, là, sous mon doigt, je sens qu'il y a un problème. Il n'y a jamais que 3 plans dans l'espace. Donc, à partir de ce problème, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition tissulaire sous mon doigt? Est-ce que si je bouge le patient vers la flexion, ça diminue la tension vers l'extension, ensuite vers l'inclinaison et ensuite vers la rotation? Quand on a commencé les cours en 2009, on était sur des polis en noir et blanc avec zéro vidéo. Donc, oui, en effet, c'était une technique qui était difficile à apprendre. Aujourd'hui, je ne sais pas si les gens qui ont accès au webinaire, là, ils me voient ou pas, là? Ou ils te voient, toi, Euh, les gens? eh ben, il te voit toi quand tu Ils parles. me voient moi, ils me voient quand je parle. Aujourd'hui, on a je ferai peut-être des petites cartes que j'ai imprimées, voilà, où on a les schémas avec les dysfonctions des points. On a un tableau avec les positions à utiliser.
On a eu, depuis un an et demi, on a filmé tout le cours, Mm. parce que c'est vrai qu'on avait souvent des élèves, comme dans toutes les formations, hein, qui se baladent avec leur portable pendant les démonstrations, mais qui du coup ne retiennent pas ou ne comprennent pas trop. Donc dans les cours, on a mis des QR codes pour que les élèves aient accès aux vidéos et revoient chaque segment, les cervicales, les thoraciques, les lombaires. Ça leur permet vraiment de revoir chez eux, le soir à l'hôtel ou pendant une pause, mais de revoir un peu les explications. Donc oui, c'est difficile parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses, mais globalement, à partir du moment où vous avez compris la dysfonction neuromusculaire et le ressenti tissulaire, vous êtes toujours à même, à l'aide des cartes qu'on vous donne, à l'aide des tableaux et à l'aide de votre palpation, ben, de corriger une dysfonction. C'est vrai que, et d'ailleurs, Frédéric nous pose la question à ce sujet, ça nécessite quand même un petit peu de connaissances dans le domaine de l'anatomie. Est-ce qu'on la rapprend, est-ce qu'on apprend à nouveau cette anatomie pendant la formation? Alors, on apprend surtout l'anatomie palpatoire parce qu'on utilise beaucoup de repères anatomiques. Après, en fonction des structures qu'on va traiter, si on parle d'un trapèze, on va revoir les insertions du trapèze globalement. Si on parle d'un angulaire de la scapula, voilà, oui, on va revoir une partie de l'anatomie. Mais il faut savoir aussi que la technique Jones et surtout le Jones classique, comme l'a été développé par le docteur Jones, la nomenclature des points a souvent été liée par rapport à la proximité d'une structure. Donc, on va avoir des points, par exemple, sur les tubercules vertébraux cervicaux, que le docteur Jones a appelé le point antérieur cervical 2, mais simplement parce qu'il est sur cette zone cervicale 2. Donc, entre guillemets, oui, l'anatomie est très importante, mais plus quand on parle dans le système facial. Dans le système facial, là, c'est sûr que si on veut mobiliser une artère spécifique, une veine spécifique, un nerf spécifique ou un tissu ou un muscle spécifique, ben oui, là, il y a une précision anatomique très, très importante. En classique, je dirais que la précision anatomique est moindre. On va plus parler de repères anatomiques et de ressenti tissulaire. David, une précision? Non, c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Euh, c'est vraiment cette anatomie palpatoire qui est très importante, la localisation des points, etc. Puis notre sensibilité à la palpation, mais c'est vraiment ça à travailler. J'ai Nuria qui nous demande aussi s'il y a un protocole à suivre pour faire un traitement complet sur une séance. Est-ce qu'il faut voir plutôt la technique comme un choix sur une lésion ponctuelle ou il faut intégrer la technique à un programme de traitement? Est-ce que nous pouvons traiter une ERS, FRS indistinctement avec la même technique ou on réalise la technique sur la densité ou nodule? Alors oui, Voilà la question. il y a un protocole à suivre. Mais après, ça, c'est propre à chacun et ça dépend du niveau de compétence de chacun. Encore une fois, quand vous sortez du premier séminaire, voire même du troisième, si vous n'avez pas mis toute l'intensité dans l'apprentissage des techniques, vous ne pourrez pas faire une technique globale. Du coup, vous allez simplement utiliser cette technique comme une boîte à outils. Maintenant, ceux qui reviennent et qui passent la certification l'utilisent vraiment de manière générale. Encore une fois, on ne va pas travailler directement sur le structurel en Jones. Donc, tout ce qui sera lésions structurelles des vertèbres, lésions mécaniques des vertèbres, on ne va pas les approcher. On va vraiment travailler sur le tissulaire. Mais ça commence toujours par une bonne anamnèse du patient, une bonne cartographie du patient, et après la mise en place de notre traitement en fonction des règles à respecter. Et puis, David, peut-être une précision? En fin de compte, lorsque vous normalisez une région au niveau articulaire, comme il n'y a plus de contraintes tissulaires, l'articulaire va se normaliser, j'allais dire presque spontanément. Alors des fois, il y aura besoin d'une petite manipulation, effectivement, mais bien souvent, non. Et puis, dernière question de Françoise. La formation concernant la sphère abdominopelvienne prend-elle en charge les névralgies pudendales? Et puis, Françoise nous demandait s'il y avait des professionnels spécialisés à La Réunion en termes de Jones. On a, si vous voulez, une carte, et puis vous pouvez aussi nous contacter hein, si vous voulez un spécialiste ou rencontrer là de vos confrères qui a suivi la formation ou les formations Jones. Eh ben, n'hésitez pas à nous contacter au niveau de Kiné Formation. Ça, vous serez à même de à pouvoir les rencontrer. Donc, la formation concernant la sphère abdominopelvienne prend-elle en charge les névralgies pudendales? Point d'interrogation. Alors, la névralgie pudendale, c'est un gros problème. On a un de nos collègues, Patrice Safi, qui est aussi instructeur Jones, qui a écrit un article justement sur Mm. l'utilisation de la technique Jones et la névralgie pudendale. Donc ça, je pense qu'il doit être accessible sur le site de Kiné Formation en Tout à fait. cherchant un petit peu. Ouais, tout à fait. Maintenant, malheureusement, sur La Réunion, je pourrais pas. Il y a des thérapeutes qui ont fait des séminaires.
mais personne n'a été certifié en tant qu'élève. Et c'est vrai Mmh. que du coup, c'est difficile d'encourager à aller voir quelqu'un si cette personne n'est pas certifiée, diplômée. Donc encore une fois, il y a une cartographie qui va vous dire où aller voir des gens qui ont fait le cours. Maintenant, voilà, il n'y a plus d'analgie, c'est plurisystème, et du coup, c'est assez complexe. David? Non, c'est exactement ça. Il n'y a rien à rajouter. Très bien, bah, écoutez, on arrive à la fin des questions. Alors, apparemment, on a répondu à toutes les questions puisque dans le chat, on n'a pas de questions particulières qui diffèrent de celles auxquelles on a déjà répondu. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce webinaire pour le conclure, par exemple? Non, mais n'hésitez pas à vous former, hein, que ce soit en Jones ou autre chose. C'est vrai qu'on commence toujours par pas mal de formations. Moi, j'ai fait la kiné du sport, j'ai fait pas mal de choses avant de tomber là-dessus. Et encore une fois, c'est pas parce que une technique ne fonctionne pas dans son apprentissage qu'elle n'est pas bonne. Donc, je pense que, encore une fois, c'est à chaque thérapeute de trouver sa technique. Mais n'hésitez pas surtout à rencontrer quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, en Jones, à faire une ou deux séances avec et à discuter avec pour avoir l'importance de ce ressenti et de surtout cette palpation. Posez vos mains sur vos patients, écoutez ce que le tissu a à vous raconter, plutôt que de plonger directement sur les conséquences, les douleurs. Voilà, recherchez les causes, les compensations, et vous serez de très bons thérapeutes. Bon, et puis, petite précision qui a son importance, pour vous qui avez suivi ce webinaire, nous avons mis en place un forum ou un salon dédié, parce que Kinéformation a un réseau social interne comment dire, dans lequel vous allez trouver des stagiaires de Kinéformation et d'autres kinésithérapeutes qui vont être intéressés par telle ou telle technique ou tel sujet, tel ou tel thème. Et donc, on a mis un salon dédié. Vous pourrez continuer à poser des questions si d'autres questions vous venaient ou si pendant la rediffusion de cette émission, eh bien, vous aviez besoin de poser d'autres questions. Eh bien, ce salon est à votre disposition. Je vous ai envoyé le lien d'ailleurs par le biais du mail et je vous le renverrai lors de la mise en place de la rediffusion de cette émission. Marc et David, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Benoît, merci à Kinéformation. Et puis, Merci à vous. c'est toujours un plaisir de vous avoir et puis de pouvoir compter aussi sur votre compétence et sur votre expertise dans ce domaine Jones. C'est toujours un véritable plaisir. À très bientôt. On a des projets d'ailleurs. On ne va pas en parler tout de suite, mais 2025, et on en reparlera d'ailleurs ensemble. On a des projets très intéressants en ce qui concerne des révisions et de l'initiation à Jones. Ça pourrait être très sympa d'ailleurs, hein, si vous êtes kinésithérapeute et que vous avez envie de vous initier, de découvrir, de vous retrouver autour aussi d'un verre ou d'un repas, bah, c'est quelque chose qu'on va être susceptible de mettre en place pour l'année prochaine. Voilà, merci encore David, merci encore Marc, et Avec puis plaisir. à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir.